L'origine ou les origines de la vie, c'est une grande question. C'est une question que l'homme se pose depuis longtemps déjà. Et c'est une question que la science, elle, se pose depuis quelque temps. De façon plus précise, disons. C'est une des grandes questions scientifiques de notre époque. L'origine de la vie, eh bien, cette question a fait l'objet de controverses passionnées entre science et religion. Pendant très 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 longtemps, ces problèmes étaient essentiellement des problèmes idéologiques. Mais au-delà des polémiques, il est vrai que lorsqu'on cherche à se représenter l'apparition de la vie sur la Terre, on a tendance à imaginer un début soudain, spontané, rappelons-nous la génération spontanée que Pasteur combattait, ou une génération provoquée par une cause fortuite ou encore par une cause surnaturelle, toujours selon le clivage idéologique. Or, la science, depuis un quart de siècle, a peu à peu accumulé réflexion et expérience. Elle a peu à peu construit et affiné une théorie. Et c'est de cette théorie que nous allons parler aujourd'hui avec Joël de Ronet, qui a fait sa thèse de doctorat sciences précisément sur le thème de l'origine de la vie. Alors, au cours des précédents entretiens que nous avons eus avec Hubert Reeve, avec Claude Allègre, avec Jean-Claude Duplessis, traitant de la naissance, de la dynamique, des climats de la Terre, on a eu quelquefois, souvent même, l'occasion de faire allusion à la vie sur la Terre. Avec vous, Joël de Ronet, nous allons nous y consacrer. Seulement voilà, par où commencer? Par où commencer ce commencement? Quelle méthode utiliser pour aborder convenablement cette question? En d'autres termes, comment la vie est-elle apparue sur la Terre? Oui, alors quand on pose la question de cette manière, on a tendance à voir une sorte d'origine subite de la vie. Ça relève un peu du bon sens, et en fait c'est un faux bon sens, parce que c'est une progression très très graduelle. Et d'autre part, l'apparition de la vie sur la Terre, je préférerais dire des systèmes vivants plutôt que de la vie, avec un grand V. Cette apparition des systèmes vivants est liée à toute une évolution géochimique, c'est-à-dire à l'évolution de la Terre elle-même. C'est pour ça qu'on parle d'une évolution bio-géochimique. On ne peut pas extraire l'évolution de la vie, son apparition et son évolution, de celle de la Terre à un moment donné. Est-ce qu'il y a une méthode qui serait plus optimale précisément pour approcher le problème? Oui, je pense qu'il faut considérer l'origine de la vie sous un angle global, c'est-à-dire sous un angle systémique, tenant compte des multiples interdépendances entre les différents facteurs qui ont agi à ce moment-là. On ne peut pas considérer chaque phase séparée, avec un spécialiste de chaque phase, mais plutôt essayer de prendre un fil directeur qui permettrait de comprendre la vie sous l'angle des systèmes ou de la communication ou des communications, et ainsi, comme je le disais tout à l'heure, de l'envisager à la fois sous cet angle et sous celui de l'évolution de la Terre à ce moment-là. Mais l'approche systémique est une approche récente et il y a bien longtemps que les hommes se penchent sur cette idée de percer le mystère de l'apparition de la vie sur la Terre. Oui, c'est pourquoi il y avait quelques idées très simplistes en quelque sorte et qui sont encore pour beaucoup partagées aujourd'hui, puisqu'il faut une certaine connaissance de l'infiniment petit, c'est-à-dire des structures les plus infimes de la vie, pour comprendre comment cette vie a pu naître de la matière organique. Par exemple, dans les anciennes théories, on pensait beaucoup à ce qu'on appelait la génération spontanée. Évidemment, comme on ne savait pas observer les micro-organismes au microscope, on regardait ce qu'on voyait à la loupe et on voyait apparaître ces petits animalcules de vieux chiffons, de viande qui était en train de pourrir ou de la boue. Et c'était les vieilles théories de la génération spontanée. Et puis, il y a eu la fameuse lutte de Pasteur et de Pouchet. Pasteur démontrant que la génération spontanée dans des milieux de culture était impossible et Pouchet voulant absolument démontrer le contraire. À cette époque, on a cru que la démonstration de Pasteur était en fait une démonstration indirecte que la vie ne pouvait avoir été que créée. Alors que Pasteur, au contraire, essayait de montrer l'approche véritablement scientifique, montrant la contamination par les poussières des milieux de culture. L'étape qui est venue ensuite, beaucoup plus tard, dans les années 50, qui a permis de briser ces idées préconçues, d'apporter des éclairages nouveaux, c'est celle qui consiste à faire une génération spontanée, mais pas une génération spontanée d'organismes déjà bien évolués, mais une génération spontanée de molécules organiques, c'est-à-dire de molécules qui sont à la base des systèmes vivants. C'est-à-dire que là, on part alors de molécules qui sont relativement simples et qui se complexifient. Oui, il fallait avoir ces premières briques et voir ensuite comment ces briques pouvaient s'accrocher les unes aux autres pour se complexifier dans des molécules plus compliquées, elles-mêmes donnant naissance à des systèmes
pouvant concentrer certains produits et permettre d'envisager leur évolution. C'était l'hypothèse de Urey à l'époque, qui a été vérifiée par les expériences de Stanley Miller, montrant qu'on pouvait obtenir dans des conditions dites abiotiques, en l'absence de la vie, des molécules organiques. Puis ensuite, après cette génération spontanée de molécules, on reverra ensuite, si vous voulez, l'étape de manière un peu chronologique. Un autre élément fondamental, c'était de montrer qu'il pouvait y avoir une sorte de génération spontanée à nouveau, mais non plus seulement de molécules, mais de petites vésicules assez complexes qui apparaissent assez spontanément. On peut les refaire facilement au laboratoire et qui ont cette propriété très importante de séparer le monde extérieur d'un milieu intérieur. Très primitif, bien sûr, mais dans lequel vont pouvoir se concentrer certaines molécules, démarrer certains types de réactions, etc. Donc voilà un peu 3 types de génération spontanée. Celle des organismes primitifs auxquels on pensait avant, on sait que c'est faux. Celle des molécules, on sait qu'on sait le faire au laboratoire, et c'est vrai. Et celle de petites vésicules closes qui ont été probablement déterminantes dans l'origine de la vie. Alors là, il y a quand même 2 questions qui se posent. La première, c'est qu'on a constaté ces choses et qu'apparemment, depuis, ça s'est confirmé. On a fait des expériences en laboratoire et puis on a récupéré, si j'ose dire, des molécules qui venaient d'ailleurs de la Terre. Et d'autre part, reste entier le problème de savoir comment et pourquoi cette complexification s'opère de cette façon et systématiquement. Justement, les 2 grandes idées actuelles des théories modernes sur les origines de la vie, c'est ce que l'on pourrait appeler l'évolution chimique ou l'évolution pré-biologique, en quelque sorte pré-darwinienne. Les molécules aussi évoluent, et pas toutes seules dans un environnement, mais à l'intérieur de systèmes. Et deuxièmement, la grande idée, c'est la reconstitution de certaines étapes clés des synthèses abiotiques, soit sur la Terre, soit dans des conditions qui simulent celles de l'espace autour de nous. Alors revoyons un peu ces étapes de manière chronologique. Il y en a 4 grandes étapes, on peut les considérer les unes après les autres. La première, c'est celle qui consiste à briser ce cercle vicieux dans lequel on était enfermé. À savoir, les molécules organiques et les biomolécules sont produites par des systèmes vivants. Or, les systèmes vivants, pour se développer, ont besoin d'une base de biomolécules. Qu'est-ce qui est arrivé avant ? C'est la vieille histoire de la poule et de l'œuf. Or, cette expérience de Miller et Urey dont je parlais tout à l'heure a permis de reconstituer l'atmosphère primitive de la Terre, composée d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac, de vapeur d'eau, et avec une source d'énergie extérieure qui figurait les éclairs, par exemple, comme source d'énergie. Miller a pu fabriquer des acides aminés qui sont à la base des protéines, les mêmes étant à la base de tous les systèmes vivants. Donc là, on a brisé ce cercle vicieux, ça a été une expérience concluante et extrêmement intéressante puisqu'elle a ouvert une brèche. Puis ensuite, il y avait cette seconde étape qui est comment ces molécules peuvent-elles évoluer. Pour donner un exemple, prenez un moteur de voiture, on ne fabrique pas un moteur en prenant un carburateur, une batterie, une bougie, un piston, une bielle, une boîte de vitesse, en les mélangeant dans une caisse, ça ne fera pas un moteur. Le moteur est le résultat de l'évolution de moteurs très primitifs avec un cylindre et un piston qui, parce que la finalité du moteur, c'était de traîner une voiture, se sont petit à petit complexifiés, modifiés, améliorés en fonction des utilisations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un système voiture et un système moteur, et chacune des parts a évolué en fonction de l'ensemble. Il y a une organisation optimale qui permet un meilleur rendement. Exactement, voilà. Alors donc la deuxième étape, après qu'on ait fabriqué toutes sortes de biomolécules au laboratoire, et vous disiez tout à l'heure les résultats modernes montrent qu'on peut le faire dans des meilleures conditions, oui, on a fabriqué à peu près toutes les catégories de biomolécules que l'on trouve aujourd'hui dans les systèmes vivants, et vous le disiez aussi, on en retrouve dans l'espace, on en retrouve une 50aine, une 60aine, donc c'est un phénomène très général, c'est une sorte de cosmochimie si vous voulez. Bon, et la Terre n'est qu'un cas un peu particulier de cette cosmochimie. Donc la seconde étape, c'est comment ces molécules vont-elles évoluer, se complexifier? Alors là, on fait appel à la théorie d'Oparin, un biochimiste soviétique, qui a eu pour idée, il l'a démontré expérimentalement, que des petites vésicules closes pouvaient se former à partir de macromolécules, justement comme des protéines, dans l'eau. Et de ce fait, se sépare un milieu intérieur d'un monde extérieur. Et donc, certaines molécules peuvent se trouver concentrées dans ce monde intérieur. La membrane, entre guillemets, peut filtrer certaines autres molécules. Des catalyseurs pourront se trouver de manière fortuite piégés à l'intérieur de cette petite vésicule et donc contribuer à l'accélération de certaines réactions. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que ces vésicules closes vont avoir des destinées différentes. Et qui dit destinée différente dit évolution différente. On peut donc voir là l'amorçage
d'une évolution pré-darwinienne au niveau de ce que Oparin a appelé des protobiontes. C'est-à-dire le passage progressif de la molécule complexe à la cellule. C'est cela, de l'environnement cellulaire, le milieu intérieur, des échanges avec le monde extérieur. Alors c'est là que naît cette troisième étape, qui est celle de l'amorce des réactions du métabolisme, en quelque sorte, des réactions qui transforment l'énergie, permettant à ces petites vésicules de se stabiliser, éventuellement de se développer, de croître, en assimilant l'énergie du monde extérieur. On peut considérer que la première phase de cette transformation de l'énergie, c'est, on pourrait dire, les fermentations. C'est-à-dire la fermentation au sens le plus fruste du terme, c'est d'utiliser certaines substances, comme des sucres se trouvant présents dans l'environnement, pour les transformer en énergie. Ça utilise beaucoup de molécules énergétiques et ça recrache dans l'environnement du CO2, par exemple, des substances toxiques pour les premières cellules. Et puis, d'autre part, les protobiontes évoluant de cette sorte ont appauvri leur milieu en substances riches en énergie qui se sont accumulées pendant des millions d'années grâce aux synthèses organiques dans l'atmosphère primitive. Il y a là une crise, une sorte de crise du vivant. Et cette crise du vivant a pu être surmontée par l'apparition de deux autres types de mécanismes de production d'énergie. D'une part, la photosynthèse et la respiration. La photosynthèse parce que, en transformant l'énergie du soleil, les systèmes prévivants ou vivants n'étaient plus seulement tributaires de ce qu'ils trouvaient dans leur environnement. Et puis la respiration parce qu'en présence d'oxygène, ces mêmes systèmes pouvaient brûler beaucoup plus efficacement les substances énergétiques qu'elles trouvaient autour d'elles. Et donc, par ces trois étapes, fermentation, photosynthèse, respiration, on arrive à ce moment-là à des micro-organismes qui se raccrochent avec les racines de l'arbre de vie tel que nous le connaissons dans l'évolution darwinienne. Oui, et c'est en quelque sorte l'amorce des fonctions qu'on va retrouver dans le vivant à tous les étages de la complexité du vivant. Alors. C'est cela, on retrouve une sorte d'empilement à partir des plus primitifs jusqu'aux plus récents. Il y a une théorie très intéressante des cycles métaboliques qui consiste à dire que leur complexité linéaire, c'est-à-dire tel chaînon va donner naissance à un autre qui va donner naissance à un autre, ces chaînes se sont faites à l'envers au fur et à mesure que se raréfiaient dans l'environnement de ces micro-organismes ou protocellules les substances dont elles avaient besoin et qu'elles étaient obligées de fabriquer ensuite par elles-mêmes. Et donc on retrouve ces chaînes métaboliques qui se constituent petit à petit, un produit donnant naissance à un autre, et se complexifiant. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ces pré-organismes ont été obligés de synthétiser à partir de substances de plus en plus simples le complexe qu'ils trouvaient dans leur environnement au début. Et donc on voit, comme vous le dites très justement, l'amorce de toutes les fonctions de la vie. Et c'est pourquoi les études sur l'origine de la vie sont tellement importantes, parce que alors que nous étudions la vie à plat, en quelque sorte dans une dimension, la dimension temporelle permet de les étirer sur la durée, et ainsi de les étudier dans leur empilement, un peu comme ce jeu de poupées russes, et même de poursuivre plus loin aujourd'hui par ce que l'on appelle la phylogénèse moléculaire, c'est-à-dire l'étude de l'arbre de l'évolution, non seulement au niveau des caractères extérieurs des espèces, mais au niveau des macromolécules parentes les unes des autres et découlant d'un ancêtre commun ou d'ancêtres communs. Et pour cela, l'ordinateur a évidemment beaucoup aidé à comparer ces molécules entre elles. C'est-à-dire que là, on abandonne complètement le regard linéaire et on est obligé d'entrer dans la complexité avec toutes les rétroactions que ça suppose. Oui, on ne peut plus considérer l'origine de la vie comme une succession d'étapes purement linéaires. Il faut considérer l'origine des systèmes vivants comme des processus multifactoriels. On est obligé là d'employer un langage un petit peu plus compliqué, mais je crois qu'il faut le dire. L'origine de la vie, avec un grand V, donne l'impression qu'une sorte de propriété nouvelle est apparue, alors que dans l'environnement des systèmes prévivants existaient déjà en germe toutes ces réactions de base de la vie, à l'état diffus, disons. Elles se sont trouvées concentrées dans ces systèmes, et c'est donc l'aspect multifactoriel qu'il faut mettre en avant, qui est important non seulement pour l'étude de l'origine des systèmes vivants, mais qui est en même temps important pour l'étude de l'origine de tout système complexe, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une cellule, qu'il s'agisse d'un organisme comme une entreprise, qu'il s'agisse d'une ville, qu'il s'agisse d'une zone industrielle. Les choses ne naissent pas comme ça d'un coup. Elles naissent par une évolution successive multifactorielle.
Alors, si on pousse plus loin maintenant, au-delà des biomolécules et de l'évolution des biomolécules, on rencontre quoi à ce niveau de complexité supérieure? Alors c'est la quatrième et dernière étape qui nous permet de raccrocher avec les racines de l'arbre de vie, comme je disais tout à l'heure. Imaginez donc qu'en deçà de ces racines, il y a un arbre de l'évolution aussi, mais un arbre de l'évolution chimique. À partir de quelques molécules simples, on en arrive à des briques, ces briques s'accumulent, et ces accumulations de briques donnent des macromolécules, et on a pu, Calvin l'a fait, reconstituer un arbre avant l'arbre classique que l'on voit dans tous les livres d'histoire naturelle, les premières cellules et l'homme au bout. Et ce qui permet de faire ce raccrochage, ce sont des algues très très primitives et des bactéries. Des bactéries et des algues qui sont les organismes les plus primitifs qu'on connaisse. Puis après, un petit peu plus tard, après une longue évolution de ces micro-organismes qui ont pullulé à la surface de la Terre et dans les océans, apparaissent probablement les premières cellules à noyaux. Et l'une des théories les plus intéressantes d'aujourd'hui conduit à penser que ces cellules à noyaux sont nées par la symbiose de plusieurs micro-organismes, comme par exemple des algues sont devenues les chloroplastes dans les cellules végétales. Certaines bactéries sont devenues la mitochondrie, qui est la centrale énergétique des cellules modernes. Et donc, on pourrait penser, et cette théorie est maintenant assez bien assise, que la cellule à noyau est en quelque sorte une fédération de plusieurs systèmes qui ont perdu certains de leurs attributs en venant vivre en communauté à l'intérieur de la cellule à noyau, qui sont nos cellules des organismes supérieurs. C'est le début de la spécialisation et de la division du travail, quasiment. Un peu, oui, c'est ça. C'est un début de la division du travail, de la vie en société, du partage des responsabilités, si on peut dire. Et alors, ces organismes, en se complexifiant, mettent en œuvre un certain nombre de fonctions qu'on va retrouver. Oui, dont l'une des plus importantes, dont les deux plus importantes, en fait, sont la photosynthèse et la respiration, qui crée cette divergence fondamentale entre ce que l'on pourrait appeler de manière un peu schématique les animaux et les végétaux. Évidemment, quand on descend dans les racines de l'arbre de vie, cette distinction animale-végétale est plus subtile. Mais au niveau auquel nous le connaissons, il est important de rappeler cette notion d'hétérotrophe et d'autotrophe. Hétérotrophe, c'est-à-dire obligé de se nourrir d'aliments puisés à l'extérieur de soi-même, et les autotrophes qui sont capables de fabriquer leur propre énergie et leur propre substance à partir de l'énergie solaire, de l'eau et du gaz carbonique. Donc il faut voir ce schéma, ce grand flux d'énergie qui coule dans la vie de la manière suivante. L'énergie solaire captée par les plantes vertes grâce à la chlorophylle donne naissance au sucre riche en énergie et à l'oxygène. Ce sucre riche en énergie, ou ces sucres riches en énergie et l'oxygène, les sucres sont brûlés par les animaux, les organismes animaux, grâce à l'oxygène qui agit comme comburant. Ces réactions leur permettent de dégager de l'énergie biologique qui leur permet de se diviser, de se reproduire, de marcher, d'aller chercher leur nourriture. En échange, ils recrachent dans l'environnement du gaz carbonique et des sels minéraux et de la vapeur d'eau qui resserrent aux végétaux à fabriquer les substances précédentes. Donc il y a un cycle qui va du soleil à l'énergie biologique utilisée par les animaux et les végétaux, bien entendu, pour leur métabolisme. Si bien qu'aujourd'hui, la théorie qui consiste à penser que la vie est, entre guillemets, naturellement née d'une complexification dans laquelle il n'y a pas de déterminisme ni de finalité, cette théorie semble gagner du terrain sur la théorie finaliste. Oui, et surtout sur la théorie, je dirais, du hasard pur. Pendant longtemps, on a eu comme seule théorie de l'origine de la vie, après les démonstrations de Pasteur, montrant que la génération spontanée était impossible, que la vie était le résultat du hasard pur et qu'elle était apparue de manière complètement hasardeuse dans les océans de la Terre seule. Or, la cosmochimie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la découverte de molécules organiques dans l'espace, montre que ces processus sont beaucoup plus généraux qu'on ne le pensait. Et par conséquent, que la théorie déterministe, la théorie de la nécessité, prend le pas, c'est-à-dire, en d'autres termes, que la vie était nécessaire sur la Terre. Ça veut dire quoi, nécessaire? Ça veut dire que dans les conditions de la Terre primitive, comme d'ailleurs ont dû se trouver beaucoup d'autres planètes dans les mêmes conditions, dans d'autres systèmes solaires peut-être, avec telle atmosphère, avec de l'eau, avec une température à tel niveau, apparaissent nécessairement dans les océans, dans les eaux, des vésicules qui ensuite évoluent de telle manière.
Alors est-ce que certaines évolutions sont plus rapides que d'autres? Ça c'est une question qu'on peut se poser, mais que ce phénomène soit plus largement répandu qu'on le croyait avec les théories traditionnelles du hasard ou du hasard créateur, ce qui revenait un peu au même, on n'est pas loin de le penser aujourd'hui grâce aux expériences qui ont été faites dans de nombreux laboratoires. Alors le seul problème, c'est de pouvoir démontrer que la durée des temps depuis la naissance de la Terre est suffisante pour que toute cette évolution, dont on aura l'occasion d'ailleurs de reparler ultérieurement, ait pu se faire. Oui, mais là aussi c'est une question, vous avez raison de la poser de cette manière, parce que je crois qu'il faut la prendre à l'envers. De dire c'est tellement improbable et tellement complexe qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ça se passe, c'est un petit peu comme l'histoire du singe qui tape à la machine pour qu'il réussisse à faire un vers de Victor Hugo. Il faudra des millions d'années pour que, par hasard, il fasse un vers de Victor Hugo. Je crois que la question là est mal posée. Je pense qu'il ne faut pas raisonner dans ces termes. Lorsqu'il y a une cascade d'événements nécessaires, comme molécules primitives dans le cadre de l'atmosphère de la Terre, tombant dans l'eau, formant des vésicules, qui vont concentrer certains types de molécules, qui vont évoluer à leur tour, on a toute une série de phénomènes liés, enchaînés les uns aux autres, où la notion de probabilité et d'improbabilité se pose dans des conditions complètement différentes. Et alors à ce moment-là, la notion de temps n'est plus aussi élastique. La durée est intégrée au phénomène lui-même. En faisant allusion tout à l'heure à des généralisations possibles sur la façon dont on peut concevoir à la fois l'émergence de la vie et en même temps son développement, vous avez signalé que ça pouvait se passer de la même chose dans une entreprise, dans une ville, etc. C'est-à-dire qu'au fond, la complexité dorénavant ne peut être que comprise par une approche complexe elle-même. Voilà. Et bon, puisque vous me conduisez à poser une question purement au niveau social de la société elle-même, donc changeons un peu d'échelle, ne parlons plus de l'origine de la vie, mais parlons par exemple de l'origine d'un système social, d'un système urbain, qui est constitué non seulement d'une ville, mais d'industrie autour, qui est une zone industrielle générant l'innovation. Vous savez qu'on parle beaucoup, là vraiment on change complètement de thème, mais je crois que c'est un mot un peu à la mode, on parle beaucoup de la Silicon Valley aux États-Unis comme endroit favorisant la créativité, l'innovation technologique. Qu'est-ce que c'est que la Silicon Valley? C'est une réaction catalytique, c'est-à-dire un système social dans lequel se trouvent des universitaires de talent, des personnes qui sont capables de financer, des entrepreneurs qui ont réussi, des journalistes qui assurent l'échange d'idées et d'informations, et tout ceci constitue un système au sens vivant. Bien, maintenant quand on veut transposer un tel système à l'Europe, on peut en prendre des éléments. On peut dire c'est parce qu'il y a des universités à côté des industriels que ça marche. Donc on va faire une zone de relation université-industrie. Ça ne suffit pas. Alors on peut dire on va attendre que ça se fasse tout seul. Non plus, parce que ça prend beaucoup de temps. La difficulté, si vous voulez, c'est de savoir catalyser des phénomènes sociaux et de faire en sorte que ces phénomènes deviennent autocatalytiques et qu'eux-mêmes enclenchent leur propre dynamique de développement. Et là, on est très près des problèmes de l'origine de la vie, où on a pris un détour, on y revient. C'est que ce sont des phénomènes autocatalytiques qui se déclenchent, mais qui ne se déclenchent pas de manière linéaire, qui se déclenchent par catalyse croisée, par co-catalyse, comme on l'appelle dans le jargon des chimistes, et qui conduisent à un réseau où chacun des nœuds est un catalyseur pour d'autres éléments. Et c'est ceci qui est très difficile à reconstituer de novo. Alors vous pensez que cette analogie tient tout à fait le coup, c'est-à-dire qu'effectivement on peut faire une analogie entre des systèmes complexes sociaux organisés avec des fonctions qui se croisent, qui rétroagissent, etc., etc. Et puis, par exemple, comment on fait le passage d'une molécule complexe à une cellule qui va se mettre à fonctionner. Et par ailleurs, que cette approche de l'étude de la complexité sociale peut nous permettre de mieux lire la complexité de la vie aussi. Je pense que oui, sous la réserve suivante, c'est qu'il faut à ce moment-là bannir les termes sociaux ou biologiques. Il faut parler de système tout court et de système complexe. Et effectivement, de mieux comprendre comment naît un système complexe, comment il s'autocatalyse, comment il se développe à un certain niveau, alors celui de système vivant, peut aider à mieux comprendre comment à un autre niveau, d'un autre niveau de complexité, certaines des lois sont respectées, peuvent permettre de mieux les prédire, mieux prédire leur dynamique et en tout cas mieux l'étudier. Je crois qu'il faut être prudent sur les analogies, mais je pense que les lois générales des systèmes complexes et donc l'approche systémique peut aider dans un sens comme dans l'autre et peut-être nous le verrons quand nous parlerons de l'évolution de ces systèmes. Pour conclure ce premier entretien, est-ce que
on ne pourrait pas essayer de voir si, depuis une vingtaine d'années, puisque au fond, la théorie d'Oparine à laquelle vous avez fait allusion a été élaborée au début des années 60. Donc ça fait 25 ans maintenant. Est-ce que du point de vue théorique ou du point de vue expérimental, des choses nouvelles, décisives, ont été faites? Décisive, peut-être pas, mais une succession d'approches qui commence à maintenant donner corps à la théorie dont nous parlions tout à l'heure, et je dirais sur 4 niveaux. Le premier niveau est chimique. Les chimistes ont maintenant réussi, dans des conditions abiotiques, à fabriquer à peu près toutes les grandes catégories de biomolécules. Depuis les constituants des acides nucléiques, les constituants des protéines, certains types de protéines même, des lipides, des pigments, etc. Le deuxième niveau, je dirais, est grâce à l'informatique. Grâce à l'informatique, il est possible de simuler la complexité de certains systèmes et en particulier d'essayer de retrouver l'origine du code génétique. Comment est né le code génétique et d'après la relation entre protéines et acides nucléiques. Le troisième niveau, lui, il est théorique. C'est l'école de la thermodynamique des systèmes irréversibles, le travail de Prigogine et de son groupe, montrant comment certaines structures dissipatives, donc tout à fait en phase avec les problèmes de l'origine de la vie qui nous intéressent, ont pu naître et se maintenir. Et puis le quatrième niveau, c'est la cosmochimie dont nous parlions, c'est-à-dire l'étude des molécules organiques dans l'espace intersidéral. Et là aussi, c'est très riche d'enseignements pour la manière dont la vie a pu naître sur la Terre. Vous voyez donc que c'est un sujet passionnant qui se développe dans plusieurs dimensions à la fois et qui est une des grandes questions de la biologie d'aujourd'hui et de la chimie organique aussi, il faut bien le dire, et de la physique, et même de la physique théorique avec la thermodynamique des systèmes irréversibles. Ainsi, cette question idéologique au départ se répartit dans le domaine scientifique sur plusieurs disciplines et pose elle-même un faisceau de questions. Et maintenant, il n'y a pas de fossé véritable entre le monde inerte et le monde vivant. Si une porte doit être ouverte ou fermée, en revanche, la matière a le pouvoir de passer insensiblement d'inerte à de plus en plus vivante, sans seuil vraiment observable. En parlant des origines de la vie, nous avons déjà parlé d'évolution finalement. Les molécules déjà évoluent et se complexifient. L'évolution moléculaire rattache ou apporte à notre compréhension des éléments sur l'évolution biologique en général et même sur l'évolution cosmique.